Jean Ségou, dans un instant, votre journal de la mi-journée. Le journal, Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de 13h dimanche au Maroc à la conférence des présidents des parlements africains COSPAL, la voix du Mali portée par le président du CNT, le général de corps d'armée Malick Diaw. Il a dénoncé le soutien des sponsors étatiques au groupe armé terroriste en annonçant la tenue prochaine des sessions confédérales des parlements de la Confédération AES. La Banque islamique de développement débloque plus de 5 milliards de francs CFA pour rendre les sols maliens fertiles et booster la production agricole afin de mettre fin à l'insuffisance alimentaire. L'invité de ce 13h dimanche sera Alassane Saro, le directeur national adjoint de la pêche. Après la 4e édition des Journées du Poisson, il nous dira si les poissons sont accessibles au Mali des eaux à l'assiette. L'actualité internationale nous conduira à Abuja au Nigeria où se tient le sommet de la CEDEAO après quelques turbulences dans la zone CEDEAO. Le dossier est suivi par Mohamed Sangari. Au Soudan, 6 casques bleus bangladais tués par un tir de drone. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dénonce cette attaque. Lassine Keita nous en dira plus. En Australie, au moins 10 morts ce matin dans une fusillade sur la plage de Bondi à Sydney. Au Chili, près de 16 millions d'électeurs sont aux urnes ce dimanche pour élire le futur prochain président du pays. Et puis en sport, à quelques jours de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, plein phare sur le groupe F ce dimanche dans ce journal. Mais d'ici là, l'actualité footballistique au plan national est dominée par le derby de la capitale malienne, le choc. Stade malien d'Oliva AC, ce dimanche, ce sera l'acte 2 de cette nouvelle saison après la Super Coupe remportée par les Blancs de Sotuba. Dans le focus santé de ce dimanche, Kouma Sissé nous parlera de lithiase urinaire ou calcul urinaire qui n'épargne personne. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Mesdames et messieurs, bonjour, dimanche 14 décembre. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Tout d'abord, nous nous transportons sur le Maroc, dans le royaume chérifien où se tient la conférence des présidents des parlements africains. Et la voix du Mali est portée par le président du Conseil national de transition, le général de corps d'armée, Malick Diaw. À la tribune hier, à cette 3e conférence, le président du CNT a dénoncé le soutien des sponsors étatiques au groupe terroriste armé qui sévissent au Sahel avant d'annoncer la tenue prochaine des sessions confédérales des parlements de l'AES. Envoyé spécial au Maroc, Siaka Konaté Mbarakou Maïga. Dès sa création en 2020, le Conseil national de transition s'est engagé dans la voie de la diplomatie parlementaire. Son président et ses membres ayant participé à de nombreuses rencontres avec leurs homologues africains et d'ailleurs. Le général de corps d'armée Malick Diaw, président du Conseil national de transition. En plus de sa mission de vote des lois, le Conseil national de transition a initié une vaste diplomatie parlementaire qui a permis à notre pays, après les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO, de renouer avec les peuples et les institutions parlementaires du monde. Nous participons actuellement à de nombreuses rencontres statutaires au sein des instances internationales afin de contribuer au raffermissement des relations bilatérales au niveau sous-régional, régional et international. Le Conseil national de transition œuvre au renforcement de la diplomatie parlementaire à travers ses participations à plusieurs rencontres interparlementaires. De même, j'ai personnellement accordé plusieurs audiences à des personnalités dont certains ambassadeurs et amis sincères du Mali, des membres d'associations de la société civile venus tous nous témoigner de leur soutien et de leur adhésion à la vision commune pour le Mali croix, le Mali refondé. Dans les différentes rencontres auxquelles nos délégations participent, nous insistons sur les 3 principes qui guident désormais l'action publique au Mali, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques du pays et la défense des intérêts vitaux du peuple malien. Et le président du CNT d'annoncer la tenue prochaine des sessions confédérales des parlements de l'Alliance des États du Sahel, dont les bases ont été jetées par les présidents du Burkina Faso, le capitaine Ibrahima Traoré, du Mali, le général d'armée Assimi Goïta, et du Niger, le général d'armée Abdourahmane Tchani. Ces sessions constituent la 3e et dernière instance de la Confédération AES après le collège des chefs d'État
et les sessions des ministres. Nous nous apprêtons à tenir très bientôt les séances confédérales des parlements de l'AES. Ces séances confédérales permettront un repositionnement stratégique commun sur les scènes régionales et internationales. Mieux, elles permettront de nouer des partenariats souverains avec tous les pays qui respectent les principes de gouvernance du Mali et des pays de l'Alliance des États du Sahel. Autre sujet abordé par le président du CNT, la situation sécuritaire et la lutte que les 3 pays de l'AES mènent contre les groupes terroristes qui sont soutenus par des sponsors étatiques, d'où cet appel aux parlementaires africains. Vous comprendrez aisément qu'on ne peut parler de leadership législatif et diplomatie parlementaire dans un ordre mondial en mutation sans condamner ici et maintenant le comportement inqualifiable de certains pays qui, au mépris des principes élémentaires du droit international, soutiennent et sponsorisent le terrorisme au Sahel. Ainsi, nous condamnons fermement et nous invitons cette 3e conférence des présidents d'Assemblée législative africaine à condamner ces actes inamicaux qui n'honorent pas le leadership législatif et diplomatie parlementaire dans un ordre mondial en mutation. Aussi, face au terrorisme économique et médiatique que les peuples de l'Alliance des États du Sahel sont en train de vivre, nous espérons qu'avec le soutien et l'accompagnement des pays frères et amis de la COSPAL, le monde fera la lumière pour le bien de l'humanité. Auparavant, le général Maliki Diaw avait salué les bonnes relations séculaires et multiformes existant entre le Maroc et le Mali et qui ne cessent de se renforcer. Il s'est réjoui de la formation dont les imams maliens bénéficient depuis 2013 à l'Institut Mohamed VI de Rabat. Rabat, Chaka Konate Mbarakou Maïga pour l'ORTM. Nous restons à Rabat, toujours à la tribune de la conférence des présidents des parlements africains, COSPAL. La voix de la Confédération des États du Sahel, AES, a été portée par le Burkina Faso et le Niger, qui ont démontré que la Confédération AES est un modèle de réussite d'intégration et de lutte pour la souveraineté des peuples. Retrouvons Siaka Konate et Mbarakou Maïga. La priorité des autorités burkinabées s'articule autour de la restauration de la sécurité et de la souveraineté sur l'ensemble du territoire national. Mais convaincus qu'un seul pays ne peut pas combattre les groupes armés qui sèment la terreur au Sahel, elles ont mis l'accent sur la coopération sécuritaire, d'où la création avec le Mali et le Niger de la Confédération des États du Sahel. Daouda Diallo, vice-président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont engagé une dynamique souveraine de sécurité collective. Cette démarche illustre la volonté de nos peuples de prendre en main leur défense, de mutualiser leurs efforts et de s'affranchir des chemins qui n'ont pas permis la stabilisation durable de la région. La diplomatie parlementaire n'est pas qu'un cadre de dialogue, c'est un instrument politique qui doit permettre à l'Afrique de défendre ses positions, de refuser les injonctions extérieures et de promouvoir une véritable indépendance géopolitique. La Confédération AES, qui repose sur les principes de souveraineté, de solidarité et de sécurité collective, doit inspirer les autres pays africains en raison des résultats qu'elle a enregistrés en si peu de temps. Abdou Mustafa, rapporteur général du Conseil consultatif de la refondation du Niger. L'AES n'est pas tournée contre qui que ce soit. Elle est tournée vers l'avenir. Elle s'appuie sur les priorités des populations. Face à des menaces transfrontalières, des enjeux sécuritaires et économiques communs et un besoin de coordination, l'AES a permis de renforcer la coopération militaire, d'harmoniser certaines politiques, de promouvoir des projets communs et de consolider la confiance entre États voisins là où les organisations sous-régionales ont échoué. L'AES montre que les pays africains peuvent prendre leur destin en main avec sérénité et responsabilité. Elle exprime une idée simple. Lorsque des États souverains s'unissent pour faire face ensemble à des défis communs, ils ne diminuent pas leur indépendance, ils la renforcent. Cette expérience mérite d'être observée, comprise et discutée dans les enceintes parlementaires africaines. Les représentants du Niger, tout comme celui du Burkina Faso, voient à la conférence des présidents des parlements africains un espace d'action et d'influence devant permettre de défendre les intérêts de l'Afrique, un continent qui est aujourd'hui au centre des enjeux mondiaux à cause de ses ressources. Rabat, Chaka Konate, Mbarakou Maïga pour l'ORTM.
hors du pays. Nous y restons pour parler justement de ce sommet de la CEDEAO qui se tient ce dimanche. Changement et tentative de changement de pouvoir, crise sécuritaire. Les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sont réunis ce dimanche à Abuja, au Nigeria. Le sommet d'Abuja devra statuer sur l'urgence des crises régionales, changement de pouvoir en Guinée-Bissau, à la dégradation de la sécurité dans le nord des pays côtiers. Pour en parler, nous recevons Mohamed Sangari en direct dans ce journal. Bonjour Mohamed et bienvenue. Bonjour Ousmane Daou. Le sommet d'Abuja, vous qui suivez ce dossier, sera sur la table des dossiers brûlants, et notamment la Guinée-Bissau et la dégradation de la sécurité. Oui, tout à fait. Cette réunion qui marque la clôture de l'année du cinquantenaire de l'organisation ouest-africaine sera l'occasion de passer en revue les nombreuses préoccupations du moment. Pour son premier sommet en tant que président de la conférence des chefs d'État, le président sierra-léonais Julius Maada Bio fait face à un ordre du jour très chargé, comme vous l'avez dit. La première décision concernera le Bénin. Les dirigeants devront statuer sur le maintien des quelques 200 hommes de la force en entente de la CEDEAO déployée à Cotonou depuis l'échec de la tentative de changement de pouvoir le dimanche dernier. La question de leur éventuel renfort par des soldats du Ghana et de la Sierra Leone sera également abordée. Une réponse est attendue aujourd'hui à Abuja. La crise politique en Guinée-Bissau sera également au centre des débats suite au changement du président Umaru Embalo Sissoco à la tête de l'État le 26 novembre. Dans ce dossier, Ousmane Daou, la principale question réside dans la nature et le ciblage des sanctions qui seront prononcées. À cette occasion, 17 organisations et mouvements de la société civile d'Afrique de l'Ouest appellent de leur côté l'organisation à faire publier sans délai les résultats des élections présidentielles et législatives du 23 novembre, estimant qu'ils peuvent toujours être proclamés conformément à la loi électorale. Enfin, un an exactement après avoir décidé d'activer sa force en attente pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent, les dirigeants examineront un nouveau mémorandum. Ces dossiers dressent un état des lieux plus sombre de la situation. Les menaces s'étendent désormais sur une bande allant de manière plus ou moins continue du nord de la Côte d'Ivoire et au nord du Nigeria. Ousmane Daou. Merci Mohamed Sangari pour ce dossier. En République démocratique du Congo, les miliciens Ouazalendo se sont dotés samedi hier d'un directoire exécutif national. Réunis à Kinshasa, les représentants des groupes armés venus de plusieurs provinces, notamment de l'Est, ont décidé d'encadrer et de coordonner à l'échelle nationale les activités de leur coalition. Au Soudan, 6 casques bleus bangladais ont été tués hier dans une attaque de drone. L'information a été donnée par la force onusienne de maintien de la paix dans la région. Le quartier général de l'ONU au centre de la ville a été directement visé par les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Mohamed Mdidi Daglo, FSR. Lassine Keita va nous parler de ce dossier soudanais. Lassine, bonjour. Bonjour Ousmane Daou. Vous suivez également ce dossier, tout comme Mohamed avec la CEDEAO. Des réactions sont tombées après cette attaque, notamment la réaction du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. À commencer par l'Organisation des Nations Unies à travers son secrétaire général Antonio Guterres, qui a qualifié d'injustifiable et horrible l'attaque des drones qui a ciblé la base logistique des forces de maintien de la paix à Kadougli. Il a réitéré également à mettre et immédiatement un terme aux hostilités au Soudan, tout en rappelant que les attaques visant les casques bleus des Nations Unies peuvent constituer des crimes de guerre au regard du droit international. Du côté du Bangladesh, dont sont originaires les 6 casques bleus tués, le ministre des Affaires étrangères bangladais a fermement condamné l'attaque et a demandé à l'ONU de garantir une prise en charge optimale des militaires blessés. Quant au gouvernement soudanais, il a pointé du doigt les paramilitaires menés par le général Mohamed Hamdan Daglo dit Emeti. Dans un communiqué, le Conseil de souveraineté dirigé par le général Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée, a qualifié l'attaque d'escalade dangereuse. Dans un communiqué sur Telegram, les FSR ont dénoncé des accusations infondées. Il faut signaler que l'attaque s'est déroulée à Kadougli, assiégé par les FSR, devenu récemment l'épicentre des combats dans la guerre entre l'armée et les paramilitaires Ousmane Daou. Très loin du Soudan, Haïti, face à l'emprise croissante des gangs, les pays
Une coalition internationale se met en place pour renforcer la sécurité du pays. 18 pays se sont dit prêts à participer à une nouvelle force multinationale appelée à remplacer la mission actuelle de l'ONU, a annoncé l'Organisation des États américains. Les premiers déploiements sont attendus dès le début de l'année 2026. Au Chili, près de 16 millions de Chiliens sont appelés aux urnes ce dimanche pour le second tour de la présidentielle. Bien qu'arrivée en tête du premier tour le 16 novembre dernier, la communiste Janet Yara est donnée perdante par les sondages face au candidat d'extrême droite José Antonio Castro, porté par une union des droites et un discours centré sur les questions d'ordre et de sécurité. Enfin, en Australie, la police a annoncé ce matin l'arrestation d'un assaillant après des tirs sur la célèbre plage de Bondi, très peuplée les dimanches à Sydney, et enfin une dizaine de morts, dont un assaillant également. La police a annoncé que les poursuites sont en cours pour déterminer les causes de cette attaque. Le Premier ministre australien Anthony Albanese a dénoncé un événement choquant et bouleversant. 13h14, retour ici à Bamako après cette parenthèse de l'actualité internationale avec notre invité de ce 13h dimanche. Il s'agit de Al-Hassan Saro, il est le directeur national de la pêche. Bonjour monsieur le directeur, bienvenue, directeur national adjoint évidemment. Bonjour et bienvenue. Merci monsieur Daou. Avec vous, nous allons parler justement des journées du poisson du Mali, 4e édition. Pourquoi les journées du poisson? Oui, les journées du poisson ont été initiées il y a 4 ans maintenant, cette année, parce que les journées du paysan habituel qu'on connaissait avec l'APECAM se sont arrêtées. Et il fallait trouver un espace pour pouvoir s'exprimer et échanger avec les acteurs. Donc là, en 2022, on a créé cet espace pour pouvoir créer un espace d'échange sur le poisson. Ensuite, on a créé une interprofession en 2023 qui a pris le relais directement pour pouvoir réunir tous ces acteurs annuellement et pouvoir discuter de tous les problèmes qui concernent le poisson au Mali. Justement, quels sont les problèmes? Les problèmes, c'est maintenant les déficits de capture au niveau de la pêche de capture sur les fleuves et les cours d'eau, et le développement de la pisciculture, parce que là, il faut beaucoup d'investissements pour pouvoir produire du poisson et du poisson de qualité sur nos cours d'eau et dans les fermes agricoles. Autre danger qui guette la filière poisson, c'est bien sûr le dragage sur les fleuves et les cours d'eau. Oui, le dragage est le phénomène le plus dangereux aujourd'hui sur nos cours d'eau, parce que non seulement ça détruit la qualité de l'eau pour pouvoir produire le poisson, mais la production que nous avons sur place dans les cours d'eau, le poisson, la ressource naturelle, elle est déprimée, ou elle est détruite par la pollution chimique des dragues, mais aussi elle fait fuir le poisson déjà qui existe dans son habitat. Le poisson n'aime pas du bruit, dès qu'il y a du bruit, il cherche à fuir et quitte les endroits naturels dans lesquels il doit vivre pour pouvoir rejoindre d'autres parties. Donc ça diminue considérablement les quantités que nous pouvons mettre à la disposition de nos populations. Nous savons qu'au niveau du ministère des Mines, de la Sécurité, de la Défense, beaucoup d'efforts sont déployés pour mettre fin au dragage sur les cours de fleuve. Au niveau de la direction des pêches, qu'est-ce que vous avez comme mesure? Oui, nous étions les premiers à pouvoir à lutter farouchement contre cette activité, mais l'effectif d'agents que nous avons ne nous permet pas souvent de faire face à des milliers de personnes sur un cours d'eau. Comment récupérer les engins, comment les détruire? Il y a toute une procédure qui est là, qu'il faut respecter pour ne pas avoir des difficultés après. Donc nous devons le faire en collaboration avec les autres structures pour pouvoir mettre fin à ces fléaux vraiment dangereux pour la pêche et la pisciculture au Mali. Monsieur Saro, vous venez de dire également que l'accent sera beaucoup mis sur le développement de la pisciculture qui demande beaucoup de moyens. En développant la pisciculture, vous ne tuez pas la pêche artisanale? Non, au contraire, parce qu'en faisant de la pisciculture sur le cours d'eau, il y a toujours des reproductions des femelles qui se trouvent dans les infrastructures de pisciculture qui peuvent aussi enrichir la ressource qui existe déjà.
C'est-à-dire, en faisant, je prends un exemple, à Sélingué, nous avons des cages, des très grandes cages qui peuvent produire 100 à 150 tonnes. Mais dans ces cages, les femelles de tilapia qui se trouvent là-dedans peuvent se reproduire et les petits sortent des cages, sont déversés dans l'eau. Dans les autres pays, les pays asiatiques, c'était ça vraiment la politique, c'est l'empoisonnement des cours d'eau naturels. C'est ce qu'il faut faire. On a des écloseries pour pouvoir produire de la sémence de poissons en quantité suffisante et les déverser dans le milieu naturel, les protéger pour pouvoir les récolter 6 à 10 mois après ou une année après pour pouvoir servir nos populations. Cette politique d'empoisonnement va permettre, j'imagine, à ce que le poisson soit accessible de l'eau à l'assiette. Mais aujourd'hui, force est de constater que le poisson coûte cher au Mali. Oui, ça coûte cher parce que la population qui les demande est beaucoup plus élevée. Les 100 000 tonnes, quand on les avait en 1960, c'était à peu près à 5 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes à 22 millions d'habitants. Le besoin est immense et la production nationale n'arrive pas à couvrir les besoins nationaux. Donc on est obligé d'importer du poisson asiatique ou du poisson de mer pour pouvoir satisfaire les besoins en poisson des populations. Mais la pisciculture, avec les potentiels que nous avons ici au Mali, Manantali, Sénéngué, Markala, le lac des Beaux, tous les autres, et les mares villageoises dans chaque village, nous permet de produire une quantité importante de poissons pour pouvoir satisfaire les besoins de nos populations. Très souvent, on vous entend parler de poissons, de pisciculture, mais et les équipements de pêche? Le marché est comment au Mali? Oui, les équipements... On en parle moins. On n'aime pas nous appesantir aujourd'hui sur ça parce que là, c'est puiser encore la ressource qui existe. Les équipements de pêche, c'est les filets, les hameçons. On n'aime plus nous focaliser sur ça. On aime plutôt transformer les pêcheurs chasseurs de poissons en éleveurs de poissons. Donc c'est ce qui peut nous... Ça demande des moyens également. Des moyens, oui, il faut des investissements. C'est pour laisser les pratiques anciennes. Voilà, laisser les pratiques anciennes destructrices du poisson, surtout les pratiques de pêche prohibées qui tuent le poisson juvénile, le plus petit poisson, qui, en grandissant l'année prochaine, va vous donner des milliers de poissons avec la femelle. Mais quand vous le tuez cette année, vous n'aurez plus le millier de poissons de l'année prochaine. Donc c'est ces pratiques que nous voulons laisser et ensuite initier les pêcheurs à faire de la pisciculture sur l'eau avec des infrastructures en filet, en tuyaux, en flux, avec les techniques modernes. Avec des techniques et pouvoir produire des quantités importantes de poissons pour compenser les besoins de la population. Oui, monsieur le directeur, à cette période, généralement, quand nous étions petits, on voyait qu'on trouvait beaucoup de poissons sur le marché. Oui. Maintenant, d'année en année, c'est moins. Est-ce que le changement climatique est passé par là? Tout à fait. Tout à fait. Le changement climatique a détruit les plus grands espaces de reproduction de poissons, notamment les deltas centraux du Niger. Lac des Beaux, dans la région de Mopti, le fleuve Niger. C'est le bassin de production de poissons. Voilà, c'est les bassins de production, c'est les plaines, les grandes plaines qui peuvent être inondées. C'est les endroits où le poisson se reproduit pendant l'hivernage. Quel message? C'est de diversifier les activités de production, c'est-à-dire notamment associées à la pêche d'autres activités, telles que le maraîchage, l'aviculture, le petit commerce et d'autres activités, et diminuer beaucoup la pression sur la ressource poisson dans les cours d'eau. Tout ça demande des financements, monsieur le directeur. Et ça, c'est le nerf de la guerre. Vous manquez de moyens. Où vous avez les moyens de votre politique? Bon, les moyens manquent, mais je crois que à tous les niveaux, au niveau des collectivités, au niveau des privés, on est en train d'appeler tout le monde à investir dans ce domaine parce que ça crée aussi de l'emploi, ça favorise l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Donc, on le fait avec les moyens qu'on a. On a la pisciculture artisanale, villageoise, familiale, semi-intensive et intensive. Il s'agit d'investir ce que tu peux mettre dans cette activité. Monsieur le directeur Alassane Saro, nous vous remercions d'être passé nous voir. Merci, avec plaisir. Et ça a été un vrai plaisir de discuter du poisson sur votre plateau.
Là où on est parti à la recherche du financement, c'est bien sûr le programme régional de la cartographie de la fertilité des sols en Afrique de l'Ouest qui vient d'être lancé à l'Institut d'économie rurale de Bamako. Ce programme a pour objectif de contribuer à l'amélioration de la productivité des cultures et d'améliorer les revenus des agriculteurs. Ce programme pilote de 3 ans est financé à plus de 5 milliards de francs CFA par la Banque islamique de développement et le gouvernement du Mali. Djemba Moussa Konaté pour les détails. Plus de 5 milliards de francs CFA, c'est le coût global du programme régional de cartographie de la fertilité des sols en Afrique de l'Ouest. Il est financé par la Banque islamique de développement avec une contribution de plus de 800 millions de francs CFA du gouvernement malien. Ce programme traduit la volonté des autorités de corriger les insuffisances de la première cartographie du Mali qui date de près de 40 ans. Dr Khalifa Traoré, directeur général de l'IER de Sotuba. Il y aura d'abord des phases de reconnaissance, on connaît les zones déjà. Il y aura sans doute des phases de transect, il y aura des fosses pédologiques qui seront ouvertes. Il y aura du renforcement des capacités du personnel technique du laboratoire pour qu'on puisse non seulement parler le même langage, mais également qu'on puisse appliquer la même méthodologie à travers les différentes zones agroécologiques. Parce que les différentes zones agroécologiques ont des caractéristiques physico-chimiques différentes. Ce programme prend en compte les zones agroécologiques, les types de sols et de cultures pour une productivité accrue et une gestion durable des sols du Mali. Dr Clément Ila, responsable des opérations pour le secteur agricole Mali-Sénégal à la BID. Les approbations du groupe de la Banque islamique de développement pour le Mali ont atteint un volume total de 1250 milliards de francs CFA. Le portefeuille actif de la Banque islamique de développement au Mali compte 15 projets, dont 5 projets d'agriculture. Amadou Cheikh Traoré, conseiller technique au ministère de l'Agriculture. En plus de la formation et du renforcement des capacités du personnel, il est également prévu le relèvement du niveau technique du laboratoire sol, eau, plantes de l'IER de Sotuba aux standards internationaux pouvant aboutir à sa certification et à la mise en place d'un système robuste de gestion de base de données. Le programme régional de cartographie de la fertilité des sols en Afrique de l'Ouest couvre 6 pays dont la Gambie, la Guinée, le Mali, le Niger, le Sénégal et la Sierra Leone. Il sera mis en œuvre pour une durée de 3 ans. En sport, le colonel Abdoulaye Koulibaly est reconduit à la tête de la Ligue de handball du district de Bamako. En natation, la Ligue de Bamako monte sur la plus haute marche du podium au terme du championnat national 2025. Tandis qu'en football, à une semaine du coup d'envoi de la 35e édition de la CAN au Maroc, vous aurez la présentation du groupe F au plan national. Le premier acte du classique stade malien Djoliba Assey en championnat est prévu cet après-midi au stade Mamadou Konaté en clôture de la 4e journée. La synthèse de l'actualité sportive, c'est avec Famourou Djourti. 2 rencontres sont au programme pour la clôture de la 4e journée de la Ligue 1 professionnelle de football du Mali. Les 2 matchs se jouent en même temps à 16h. 11 Cratères reçoit Afrifootball Elite AFE au stade Ouenzem Koulibaly. Mais tous les regards seront tournés vers le grand derby de Bamako entre le stade malien et le Djoliba Assey au stade Mamadou Konaté. Les 2 géants du football malien effectuent leur 3e sortie de la saison en championnat. Le Djoliba Assey affiche pour l'instant un bilan d'une victoire et d'une défaite en 2 matchs disputés. De son côté, le stade malien de Bamako, champion sortant, compte 2 matchs nuls en championnat. En plus, les Rouges de Bamako abordent ce derby avec un regain de confiance après leur large victoire 3-0 face à Afrifootball Elite AFE, mettant fin à leurs difficultés offensives depuis le début de la saison. Le stade malien, quant à lui, traverse une période contrastée sur le plan local. Après un début solide en phase de poule de la Ligue des champions de la CAF avec un nul et une victoire en 2 journées, les Blancs de Bamako restent sur 2 contre-performances en championnat. Toutefois, l'historique récent joue en leur faveur face au Djoliba Assey. Le stade malien reste en effet sur 2 victoires consécutives sur son rival. Concernant les autres résultats de la 4e journée, hier samedi, l'USFASA a pris les commandes du championnat en dominant le FC Dera par 2-1. Avec 10 points désormais, les militaires coiffent au poteau leur adversaire du jour qui était sur 3 victoires d'affilée. Bakaridjan s'est incliné 2-0 face à Binga FC. L'AS Korofina est tombé 2-1 devant l'US Bougouni. L'AS Real de Bamako a cartonné 3-0 le FC Malikoura. En ouverture de la 4e journée, vendredi, l'US
Bougouba et Derby Academy ont fait match nul 0-0. On reste toujours avec le sport roi, le football. Dans notre série de présentations des différentes poules de la 35e Coupe d'Afrique des Nations qui démarre le 21 décembre au Maroc, nous vous présentons aujourd'hui la poule F, une poule très relevée qui regroupe le champion en titre, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon et le Mozambique, considéré comme le petit poussé. La présentation de la poule F, c'est avec Arju Matina. Vainqueur de la dernière édition de la CAN à domicile, les éléphants de Côte d'Ivoire qui seront à leur 26e participation au Maroc ambitionnent de conserver le trophée. Faisant partie naturellement des nations favorites de la compétition, le sélectionneur ivoirien Emers Faye a retenu 28 joueurs pour la CAN. On note la présence de plusieurs cadres champions d'Afrique. Première sortie des éléphants de Côte d'Ivoire à la 35e CAN au Maroc le 24 décembre à Agadir contre le Mozambique. N'ayant pas été verni par le tirage au sort, le Mozambique est sans nul doute le petit poussé, voire l'outsider du groupe F. Qu'à cela ne tienne, le sélectionneur Chiquinho Condé entend jouer les troubles faits. Les Mamba qui seront à leur 6e CAN seront portés par Jenny Catamo du Sporting Portugal et surtout par le défenseur Renildo qui évolue en première ligue anglaise avec Sunderland. Le Gabon va participer à sa 9e phase finale de Coupe d'Afrique. Les Panthères du Gabon ne manquent pas d'ambition au Maroc. Le sélectionneur Thierry Mouyouma a concocté une liste de 28 joueurs pour la CAN en battant ainsi le rappel de ses meilleurs joueurs. Sans surprise, le vétéran Pierre-Emerick Aubameyang. Concernant la 4e équipe du groupe F, elle se positionne comme une puissance historique du football continental. Il s'agit des Lions indomptables du Cameroun. À la CAN 2025 au Maroc, le Cameroun sera à sa 22e participation. Fraîchement nommé à la tête des Lions indomptables par Samuel Eto'o-Fils, David Pakou a fait des choix forts dans l'élaboration de sa liste de 28 joueurs, marquée par les non-sélections de certains joueurs majeurs comme le défenseur Ngadé, le gardien de but André Onana, le milieu de terrain Zambo Anguissa et l'attaquant Vincent Aboubakar. Le sélectionneur David fera son baptême du feu à la tête des Lions le 24 décembre à Agadir contre les Panthères du Gabon. Changeons de discipline à présent pour parler du championnat national de natation de la Fédération aquatique du Mali qui s'est déroulé ce samedi à la piscine du stade du 26 mars. C'est la Ligue du district de Bamako qui est montée sur la plus haute marche du podium avec 17 médailles, 6 en or, 7 en argent et 4 en bronze. La Ligue de Koulikoro se classe deuxième avec 7 médailles dont 5 en or. Sikasso complète le podium avec 11 médailles, 3 or, 4 argent et 4 bronze. Mamourou Bouaré, président de la Fédération aquatique du Mali. C'est le championnat de natation au Mali qui ferme la saison sportive aquatique. La saison qui se boucle aujourd'hui a été exécutée à 100%. 108 athlètes ont participé au championnat national 2025 de natation cette année, toutes catégories confondues. Notons que chaque ligue devait engager au moins 5 nageurs. Terminons avec l'Assemblée générale élective de la Ligue de handball du district de Bamako, tenue ce samedi au siège de la Fédération malienne de handball au stade Mamadou Konaté. À l'issue des travaux, le président sortant, le colonel Abdoulaye Koulibaly, a été réélu à la tête de la Ligue pour un nouveau mandat de 4 ans. Certes, c'est un renouvellement des mandats, mais je considère ça comme un défi à relever. Durant le mandat précédent, nous avons eu à faire beaucoup d'activités avec succès. Pour le nouveau mandat, nous souhaiterons aller au-delà. L'Assemblée générale élective de la Ligue de handball du district de Bamako a été présidée par la directrice régionale de la jeunesse et des sports du district de Bamako. Focus Santé. Dans Focus Santé de ce dimanche, on va parler de lithiase urinaire ou calcul urinaire, une pathologie qui touche toutes les tranches d'âge. Elle se manifeste par des douleurs lombaires, rénales et au niveau du pubis et empêche très souvent l'écoulement normal de l'urine. La consommation excessive des protéines, des produits laitiers et ne pas boire suffisamment d'eau sont des facteurs de risque du calcul urinaire. Kouma Sissé. J'ai fait 2 ans avec des douleurs au niveau de mon côté. J'ai fait des traitements, mais en vain. Finalement, j'ai été à l'hôpital et on m'a fait des examens médicaux et les docteurs m'ont dit que je souffre de calcul rénal. Comme Aminata Koulibaly, nombreux sont les patients qui souffrent de lithiase urinaire ou calcul urinaire. Elle a subi une opération au CHU professeur Bokar Sidi Sall de Kati qui a été une réussite selon elle. Aminata Koulibaly. Je me porte bien. Professeur Amadou Kassogué, urologue au CHU professeur Bokar Sidi Sall de Kati. La lithiase urinaire, c'est une congression purieuse qui est localisée au niveau de l'arbre urinaire. Donc, tout calcul, lithiase au calcul, c'est la même chose. Le rein, l'urétère ou encore la vessie. Si les calculs se forment à un de ces organes,
Leur signe commun est la douleur. Quand les calculs se localisent au niveau du rein, ça se manifeste par une douleur localisée au niveau de la fosse lombaire gauche ou au niveau de la fosse lombaire droite. Donc ça peut concerner un seul rein ou les deux reins en même temps. Un calcul localisé au niveau de l'urétère se manifeste par une douleur très très intense vers le pubis, vers les organes génitaux externes, et c'est une douleur qui n'a pas de position antalgique. Quand le calcul est au niveau de la vessie, ça peut se manifester par un problème urinaire, une difficulté à uriner ou une augmentation de la fréquence des urines. Mais les calculs, quand il reste bloqué au niveau de l'urètre, ça peut se manifester par une rétention, une impossibilité d'uriner. La formation du calcul urinaire est généralement liée à notre alimentation et surtout à la déshydratation. Nous avons ce qu'on appelle la consommation excessive des protéines animales, mais également une consommation excessive des produits laitiers. Il y a aussi l'apport hydrique, raison pour laquelle nous conseillons de boire beaucoup d'eau, au moins 1,5 litre, voire 2 à 3 litres par 24 heures. Et nous avons également d'autres facteurs de risque, c'est les anomalies malformatives. Nous avons ce qu'on appelle la chirurgie endoscopique et la chirurgie ouverte. Mais en dehors de ces deux cas, il y a d'autres types de traitements que nous appelons la lithotripsie extracorporelle. C'est un traitement qui utilise des ondes de choc pour fragmenter les calculs et éliminer par voie naturelle. Mais l'endoscopie, mieux l'endoscopie, qui permet de casser les calculs sans ouverture cutanée. Nous utilisons surtout les lasers qui permet d'introduire un matériel endoscopique à partir du méa jusqu'au niveau du rein pour aller fragmenter les calculs sans incision cutanée. Les complications du calcul urinaire sont les insuffisances rénales, infections urinaires ou l'incapacité d'évacuer les urines. Pour nous mettre à l'abri de cette pathologie qui n'épargne personne, on doit suffisamment boire de l'eau et faire attention à notre alimentation. Alors, buvez de l'eau. 13h35 à Dramane, c'est dans la région de Kaye, Samégar, Logo, Kakoulou. Également à Kaye, ce journal se referme. Il vous a été réalisé et présenté par Ousmane Daou. Mise en onde, Absi Traoré, mise en ligne, Mohamed Koulibaly. Prochain rendez-vous, c'est à 19h30. Vous serez avec Fademba Keïta. Mais d'ici là, gardez vos positions. Dans un instant, Lancine Keïta avec la rétrospective de l'actualité de la semaine Rétro 7. Moi, je vous retrouve demain lundi à 7h et toujours avec le même plaisir de vous servir. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Bel après-midi à toutes et à tous et à très bientôt.